Libéralisme économique. Indice de liberté économique de 2022 calculé par la Heritage Foundation. Plus le pays est en vert, plus il est considéré comme économiquement libéral. Le libéralisme économique est l'application des principes du libéralisme à la sphère économique. Cette école de pensée, dont la dénomination est associée au siècle des Lumières, estime que les libertés économiques, libre-échange, liberté d'entreprendre, libre choix de consommation, de travail, etc., sont nécessaires au bon fonctionnement de l'économie et que l'intervention de l'État doit y être aussi limitée que possible. Ces idées fondatrices furent formulées antérieurement, notamment à l'école de Salamanque au XVe et XVIe siècle, sur la base de considérations morales accordant à la personne humaine des droits fondamentaux, notamment en matière économique. Le libéralisme économique a connu deux grandes phases. Pour les libéraux classiques, John Locke, Anne Robert Jacques Turgot, Adam Smith ou Étienne Bonneau de Condillac, le libéralisme économique est l'application au domaine économique des principes fondateurs du libéralisme: liberté, responsabilité, propriété. Il conteste à la fois la légitimité et l'efficacité de l'action étendue de l'État, et, selon les doctrines, demande la limitation plus ou moins grande voire totale de ses actions dans le champ de l'économie. Il considère notamment que la puissance publique n'a ni la légitimité, ni l'information nécessaire pour prétendre savoir mieux que les consommateurs ce qu'ils peuvent ou doivent consommer ou pour prétendre savoir mieux que les producteurs ce qu'ils peuvent ou doivent produire. Pour les autres, le libéralisme économique relève d'un raisonnement de nature économique qui repose le plus souvent sur la théorie de l'équilibre général et qui est souvent appelé libéralisme néoclassique. Ils contestent l'efficacité des actions de l'État, mais ils ont travaillé entre autres sur les défaillances du marché. De ce fait, ils diffèrent quant aux limites exactes à fixer aux interventions de l'État. Libéralisme dans la pensée économique. Article connexe, Histoire de la pensée économique. Physiocratie. François Quesnay, chef de file des physiocrates, est le créateur du tableau économique, une des premières représentations de l'activité économique en termes de circuit. C'est en France, dans le contexte de l'épanouissement des Lumières que le libéralisme naît au sein du courant physiocrate face aux doctrines mercantilistes alors dominantes. Rompant avec la tradition mercantile focalisée sur la trésorerie de l'État, le courant physiocrate fait de la production agricole la seule source de valeur. Physiocratie signifie « gouvernement de la nature ». Cette confiance en la nature relève de l'intuition d'un ordre économique spontané et optimal. Ne parvenant pas à faire de cette prescience une théorie, les physiocrates attribuent cet ordre naturel à la providence divine. La réalisation de cet ordre naturel est permise par la recherche de l'intérêt particulier qui concourt naturellement à
L'idée exprimée par Bernard Mandeville et reprise par Adam Smith est déjà émise par Baruch Spinoza un siècle plus tôt, référence nécessaire. Bernard Mandeville soutient l'idée que le vice, qui conduit à la recherche de richesse et de puissance, produit involontairement de la vertu parce qu'en libérant les appétits, il apporte une opulence supposée ruisseler du haut en bas de la société. Aussi, Mandeville estime que la guerre, le vol, la prostitution, l'alcool et les drogues, la cupidité, etc., contribuent finalement à l'avantage de la société civile. Soyez aussi avides, égoïstes, dépensiers pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. Adam Smith répète le principe du projet manvillien en le débarrassant de sa dimension provocatrice. Dans La richesse des nations, il remplace le mot « vice » par « elle » et « l'amour de soi », « self-love ». On leur doit la première représentation circulaire de L. Économie 22, mais l'idée d'une autorégulation par le marché ne leur vint pas. Dans leurs réflexions, les physiocrates, Gournay, Turgot, Quesnay, Dupont de Nemours, Le Trône, sont accompagnés de grands noms de la philosophie, Condillac, Diderot, Montesquieu, Rousseau, en particulier via leur participation à l'Encyclopédie, 1751 à 1772. Montesquieu écrivit par exemple « L'effet naturel du commerce est de porter à la paix, de l'esprit des lois » 1748. Anne-Robert Jacques Turgot, un temps contrôleur général des finances de Louis XVI, obtint pour un court moment la libre circulation des grains à travers la France. Les physiocrates plaident aussi pour l'abolition des corporations, pour la diminution des taxes pesant sur les paysans et pour la suppression des avantages féodaux en matière fiscale afin d'éviter la banqueroute qui mènera à la Révolution française. Les idées libérales des physiocrates seront reçues dans de nombreux pays d'Europe et inspireront d'importantes réformes économiques en Bade, en Toscane ou encore en Suède 33. Elles seront aussi très influentes au début de la Révolution 4. Libéralisme économique classique. Adam Smith, auteur d'un ouvrage capital dans l'histoire de la science économique, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. Le libéralisme économique, classique, s'est constitué en théorie. Au XVIIe du siècle des Lumières, les Britanniques John Locke, David Hume ou Adam Smith, et les Français Turgot, Étienne Bonnot de Condillac ou Montesquieu 55. Il consiste essentiellement en l'application aux actes économiques des principes philosophiques et politiques libéraux, qui découlent de la primauté de la liberté individuelle sur toutes les formes de pouvoir.
Les économistes physiocrates comme François Quesnay ou Vincent Gournay développent les premières idées libérales, s'opposent au mercantilisme qui a dominé la pensée économique et dénonce l'intervention de l'État dans l'économie. C'est le laisser-faire, fondé sur la formule « laisser faire les hommes, laisser passer les marchandises ». À cette époque, les économistes libéraux veulent montrer que, par-delà l'arbitraire et le pouvoir du souverain, le libre jeu des intérêts individuels dans la société civile conduit à un ordre et non au chaos. En ce sens, le projet libéral s'inscrit dans le cadre d'une philosophie optimiste et peut être considéré comme moderne, voire révolutionnaire. L'Écossais Adam Smith suppose ainsi dès 1776 dans sa recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations que tout se passe comme si une « main invisible » organise les échanges et harmonise les intérêts individuels et collectifs. Bien qu'il ne cherche que son propre intérêt, l'homme est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y travailler six. En d'autres termes, la conjonction des intérêts individuels aboutit à l'intérêt général. La même idée est exprimée par Montesquieu. Chacun va au bien public, croyant aller à ses intérêts particuliers. Ils s'inscrivent dans la continuité des philosophes de l'ordre spontané, Adam Ferguson, Bernard Mandeville ou David Hume. En 1817, dans des principes de l'économie politique et de l'impôt, David Ricardo énonce la théorie des avantages comparatifs selon laquelle le libre-échange est mutuellement avantageux, économiquement, pour les pays qui commercent entre eux. Le libéralisme des économistes de l'école classique française, Turgot, Condillac, Say, Bastiat, est surtout assis sur des arguments d'ordre philosophique, les arguments proprement économiques n'ayant qu'une place secondaire. Ce libéralisme va de pair avec une conception subjective de la valeur, qui exprime le désir que nous éprouvons pour les choses. Or ni le désir ni la satisfaction ne sont mesurables, et on ne peut donc ni comparer ni additionner les valeurs que deux individus différents attachent à un bien. Pour les tenants de cette école, il n'existe pas de mesure du bien-être d'un individu ou d'un groupe, et la notion d'optimum économique est vide de sens. Aucune organisation ne saurait donc légitimement s'arroger le droit d'intervenir par la contrainte pour favoriser l'atteinte d'un optimum. Pour ces auteurs, le seul rôle légitime de l'État est de faire respecter les droits des citoyens et de protéger les libertés individuelles. Ces actions sont donc considérées comme illégitimes si elles sortent de ce domaine. L'économie n'est qu'un des domaines de l'activité humaine où l'État ne doit pas intervenir. C'est ce que Frédéric Bastiat résume dans ses Harmonies économiques de 1850, n'attendre de l'État que deux choses, liberté, sécurité. Et bien voir que l'on ne saurait,
au risque de les perdre toutes deux, en demander une troisième, 8. Certains de ces auteurs se sont attachés à montrer que les interventions gouvernementales dans l'économie sont non seulement illégitimes, mais inefficaces. Non seulement elles n'entraînent pas les effets qui les avaient motivées, mais elles ont des effets pervers néfastes. C'est ce qu'entendait Turgot en écrivant en 1759 dans son éloge de Vincent de Gournay: l'intérêt particulier abandonné à lui-même produira plus sûrement le bien général que les opérations du gouvernement, toujours fautives et nécessairement dirigées par une théorie vague et incertaine. Cette thèse est détaillée en 1776 par Condillac dans le Commerce et le gouvernement considéré relativement l'un à l'autre. Impératif moral qui s'impose indépendamment de ses conséquences est le moyen qui conduit le plus probablement à la plus grande satisfaction générale. Une des critiques essentielles de cette école, notamment développée par Friedrich Hayek, Prix et production, 1931, est que l'information sur l'état des marchés est fournie par les prix élevés indiquant une insuffisance de production par rapport à la demande et inversement, et que donc toute intervention de l'État s'était connue pour avoir théorisé un des préceptes libéraux les plus fondamentaux, la loi de Say. Ces positions ont été reprises et développées à partir de 1870 par l'école autrichienne d'économie, Manger, Mise, Hayek, Murray-Rothbard, et par des économistes français comme Jacques Rueff. Cette école constate de plus que tout accord librement consenti augmente la satisfaction des deux parties. En effet, s'il en était autrement, celui des deux qui se sentirait lésé refuserait cet accord et l'échange n'aurait pas lieu neuf. Plus généralement, tout ensemble d'échanges librement consentis améliore la situation de tous ceux qui y ont participé. La liberté des échanges est donc la garantie que la situation qui en résulte est jugée préférable à la situation de départ par ceux qui ont participé aux échanges. La liberté d'échanger et d'entreprendre est à la fois un cas particulier du principe philosophique de liberté, donc un impératif moral qui s'impose indépendamment de ses conséquences, est le moyen qui conduit le plus probablement à la plus grande satisfaction générale. Une des critiques essentielles de cette école, notamment développée par Friedrich Hayek, Prix et production, 1931, est que l'information sur l'état des marchés est fournie par les prix élevés indiquant une insuffisance de production par rapport à la demande et inversement, et que donc toute intervention de l'État dans l'économie, parce qu'elle modifie artificiellement la pertinence des prix, détourne les facteurs de production de leur allocation optimale, voire pousse les agents à produire des biens inutiles et à ne pas produire les biens les plus demandés. Pour les auteurs autrichiens, le marché est essentiellement un processus cognitif, de découverte, d'échange, de conservation et de traitement d'informations dans lequel le système des prix oriente les comportements individuels vers les activités jugées les plus utiles par la société, tout en
réalisant une considérable économie d'information et d'organisation puisque toutes les informations privées sont condensées en un seul indicateur disponible pour tous. Les classiques britanniques, Adam Smith, Thomas Malthus, John Stuart Mill, David Ricardo, sont moins explicitement attachés au libéralisme philosophique. Leur position est essentiellement utilitariste, c'est-à-dire qu'ils justifient leur position libérale par des arguments d'efficacité économique plus que par des principes généraux, préfigurant ainsi la position néoclassique. Ils sont aussi moins absolus dans leur opposition aux interventions gouvernementales. Par exemple, Adam Smith assigne au souverain un troisième devoir, en plus de la protection de la société contre la violence et l'invasion en provenance des autres sociétés, et de la protection de chaque citoyen contre l'injustice ou l'oppression de la part de tous les autres, celui de construire et entretenir les institutions et les ouvrages publics, dont on ne peut pas attendre qu'un individu ou un petit nombre d'individus puissent les construire et les entretenir.